Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule La morale de troupeau, quand la logique de camp remplace la pensée. Alors vous allez sûrement vous dire pourquoi cette vidéo et surtout pourquoi maintenant. Eh bien récemment, sous une vidéo précédente sur la corruption ukrainienne, j'ai reçu une série de commentaires qui étaient bien assez révélateurs finalement. Je n'ai pas vraiment eu d'objection construite. Il n'y avait pas de réfutation non plus précise, et personne ou presque ne venait dire tel chiffre est faux, telle source est mauvaise, telle analyse est contestable, tel élément mérite d'être nuancé. Je n'ai jamais eu ça. Et la plupart des réactions reposaient uniquement sur un mécanisme beaucoup plus simple, beaucoup plus automatique, et finalement beaucoup plus inquiétant, parce que si je critique la corruption de l'Ukraine, c'est que je critique l'Ukraine et que je serai alors pro-russe. Si je parle de corruption de ce pays, je relayerai la propagande du Kremlin. Et si je refuse de transformer un État soutenu par les gouvernements occidentaux en symbole moral intouchable, eh bien je serai du côté de l'ennemi. Et en fait, c'est ce phénomène-là que je veux analyser aujourd'hui. Parce que finalement, le sujet, c'est pas seulement l'Ukraine. C'est un révélateur en fait. Mais justement, elle permet de voir à nu un mécanisme beaucoup plus large, qui est la logique de camp. Et cette manière de penser selon laquelle une idée n'est plus jugée d'abord selon sa vérité, sa cohérence, ses preuves, ses limites, mais plutôt selon le camp auquel elle semble profiter. Et donc, évidemment, dans une discussion intellectuellement saine, on devrait commencer par poser des questions simples. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que l'argument tient? Y a-t-il des éléments contradictoires? Mais malheureusement, dans cette logique de camp, la question elle change complètement. On ne demande plus est-ce vrai, mais on se demande à qui ça profite, et plus précisément, est-ce que cela sert notre camp ou le camp adverse? Et donc à partir de ce moment-là, la pensée elle se dégrade. Parce que, a fortiori, on ne cherche plus le vrai, on cherche l'alignement. Et c'est ce que j'observe dans beaucoup de débats contemporains. Vous critiquez l'Ukraine, on vous range avec Moscou. Vous critiquez l'OTAN, on vous range avec Poutine. Vous critiquez l'Union Européenne, on vous range avec les nationalistes. Vous critiquez les US, on vous range avec les ennemis de l'Occident. Même en tant qu'ANCAP, vous critiquez l'État, on vous accuse de vouloir le chaos, je ne sais quoi. Et donc, finalement, vous critiquez également, à travers de tout ça, la version officielle. Et donc, dès lors que vous critiquez la version officielle, on vous colle l'étiquette de complotiste. Et le problème, c'est pas que les gens sont en désaccord, parce que le désaccord, finalement, il est normal. Il est même, je dirais, nécessaire. Le problème, c'est que le désaccord, il est plus traité comme un désaccord, mais plutôt comme un symptôme moral. On ne dit pas, je pense que vous vous trompez. On dit, vous êtes suspect. Et cette différence, elle est fondamentale. Parce que dire que quelqu'un se trompe, c'est encore discuter avec lui. Alors que dire qu'il est suspect, c'est déjà chercher à l'exclure. Et en faisant cette démarche, c'est pas exclure uniquement la personne, c'est en même temps exclure le débat qu'il pourrait y avoir entre les deux personnes. Et c'est ça que j'appelle la morale de troupeau. Parce que c'est pas la morale au sens noble du terme, c'est pas la recherche personnelle du vrai, du juste, du responsable. Voilà, c'est une forme de morale d'appartenance. Elle sert pas à penser, elle sert uniquement à classer. Et dans cette idée de morale de troupeau, on cherche même pas à comprendre ce qui est dit. On cherche uniquement à savoir si celui qui parle appartient au même groupe que nous. C'est-à-dire le groupe acceptable, ou dans l'autre cas, le groupe condamnable. Et donc dans cette logique, la morale devient uniquement un badge, c'est une preuve d'alignement. Encore une fois, c'est pareil, les questions ne sont pas as-tu réfléchi, c'est plutôt as-tu du bon côté, as-tu vérifié, on n'en parle plus, c'est surtout répètes-tu la bonne formule, au lieu de es-tu juste, c'est es-tu conforme. Et là on touche à quelque chose de assez profond dans le fonctionnement humain, puisque l'homme il n'est pas seulement un être rationnel, c'est aussi un être social, un animal social. Et donc
il veut obligatoirement appartenir quelque part, il veut être reconnu. Il ne supporte pas l'idée même de solitude ou d'exclusion. Il veut sentir qu'il est dans le cercle des gens acceptables. Et donc c'est pour ça que la pression du groupe est finalement assez puissante. On a par exemple les expériences de Solomon Asch dans les années 50, qui sont même célèbres pour cette raison. On demandait à des participants de comparer des lignes de longueur différentes, et bon, la bonne réponse était évidente, mais quand tous les autres participants, qui étaient en réalité complices de l'expérience, donnaient volontairement une mauvaise réponse, eh ben on avait quand même une partie des sujets qui suivaient le groupe, même contre l'évidence. Donc c'était même pas une question d'intelligence, c'était une question de pression sociale. Et beaucoup préféraient avoir faux, uniquement pour combattre l'idée qu'ils pourraient être seuls contre tous. Et donc l'expérience, elle est extrêmement importante pour comprendre la politique contemporaine, parce que si des individus peuvent se conformer au groupe sur une question aussi simple que la longueur d'une ligne, je vous laisse imaginer ce qui se passe sur des questions infiniment plus chargées comme la guerre, la démocratie, le climat, les pandémies, j'en sais rien moi, la sécurité, j'en passe. Parce que dans ces domaines-là, il n'y a pas seulement des faits, il y a aussi un mélange de peur, de culpabilité, il y a l'émotion qui rentre en jeu, l'identité, et finalement par de ça, le risque d'être mal vu, le risque d'être traité de traître, de complotiste, de fasciste, de vendu, et finalement beaucoup ne cherchent même plus à savoir ce qui est vrai. La seule chose qu'ils cherchent, c'est savoir quelle phrase ils pourraient dire ou au travers de quelle idéologie ils pourraient se ranger pour être en phase socialement avec le reste du groupe. Et c'est là que commence ce qu'on appelle finalement l'autocensure, c'est-à-dire que l'individu n'a même pas besoin qu'on lui interdise de parler, il comprend tout seul les idées qu'il vaut mieux éviter. Il comprend les opinions risquées, il comprend les nuances dangereuses, il comprend que certains sujets demandent des précautions infinies. Quelle critique vaut mieux éviter pour éviter de sortir du cercle de la respectabilité. Et quand une société, mine de rien, produit ce genre de réflexe, elle a même plus besoin de censurer massivement. L'État n'a même plus besoin de censurer puisque les citoyens dociles le font d'eux-mêmes. Ils se surveillent eux-mêmes, les gens. Et donc c'est beaucoup plus efficace. Et ce qui a permis ça, c'est aussi les réseaux sociaux, mine de rien. Parce que les réseaux sociaux sont devenus quelque part des usines ou plutôt des machines à produire de la conformité. Certains diront que ça libère la parole, mais ils produisent en même temps une pression permanente. Parce que chaque phrase est isolée, caricaturée, tout est sorti de son contexte, retourné contre son auteur, moqué, tiens, c'est que ça quoi. Et ça devient moins finalement dans les commentaires, ça devient moins un espace de discussion comme ce qu'on essaye de dire plutôt qu'un tribunal populaire miniature. Quand vous regardez la moitié des commentaires sur Facebook ou Instagram ou quoi, la moitié des gens ne se répondent même pas pour comprendre ou même contredire. Ils se répondent entre eux uniquement pour signaler au groupe qu'on a repéré une hérésie. Et donc dans mon cas, dans cette dernière vidéo que j'ai faite sur la corruption ukrainienne, beaucoup m'ont traité de collabo, en tant qu'endroit t'aurais été collabo, t'es un facho, qu'est-ce que j'ai eu encore ? Oui, pro-russe, ça c'est sorti souvent ça, pro-russe. Mais quand quelqu'un écrit « tu es pro-russe », en réalité cette phrase ne produit aucun argument. Mais ça produit quelque chose quand même, ça produit un signal. Parce qu'en me traitant de pro-russe, ce mec-là se justifie au travers de son message que lui ne l'est pas. Et que dans ce cas-là, il n'est pas dans la même appartenance de groupe que moi.
Et donc que lui est dans la morale acceptable et que moi, je suis dans la morale condamnable. C'est ça en fait qu'il cherche. Et limite, j'ai envie de vous dire, je suis même persuadé que ces gens-là ne croient même pas en leur truc. C'est-à-dire que je suis même persuadé que ces gens-là savent que je suis pas pro-russe. Mais comme ils comprennent que je suis pas dans la même morale acceptable qu'eux, ils me rangent quand même dans tout le délire condamnable, même si je le suis pas. Et je pense que certains l'ont bien compris, mais font quand même exprès pour montrer que eux ne le sont pas. Tu es pro-russe, et l'utilisation du tu montre que je ne le suis pas, par définition. Sinon, il aurait dit le nous ou quelque chose d'appartenance. Le tu n'appartient pas, c'est extérieur, c'est la personne en face. C'est l'autre, finalement, le tu. Et ça dit aussi, en gros, moi, j'identifie le danger, c'est toi. Je suis du bon côté, mais je sais quand même reconnaître l'ennemi. Et donc oui, c'est une forme de marquage social. C'est une manière de se placer moralement dans le groupe. Et donc c'est pour cette raison que tous ces messages, toutes ces accusations, ces commentaires sont extrêmement pauvres intellectuellement. Parce qu'ils ne cherchent pas à être intellectualisés. Ça sert à réfuter, Et encore, c'est même pas de la réfutation, c'est du classement. Parce qu'il y a même pas de réfutation. Il y aurait de la réfutation. Mais en fait, non, il n'y en a même pas. C'est uniquement dans l'esprit de classer, de ranger dans les cases. Et l'étiquette, justement, sert précisément à ne plus penser. Parce que si je suis pro-russe, entre guillemets, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de discuter de la corruption ukrainienne. Parce que, quelque part, ça discrédite tout mon discours. Bah oui, parce que parler de la corruption du pays d'en face, sachant que j'adhère au pays lui aussi en face, évidemment, il y a une forme de propagande quelque part, en disant oui, mais en même temps, tu vas pas dire du bien du pays que t'aimes pas. Donc on est dans cette logique également qui fait que toute cette vidéo de 50 minutes analysée par des faits concrets peuvent être invalidées en 5 secondes, mentalement je veux dire, par tout un panel de gens, uniquement parce qu'un type m'a traité de porus. Et que donc dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion possible sur la corruption ukrainienne, parce qu'il n'y a pas d'objectivité finalement. Alors qu'en réalité, il y a de l'objectivité, parce que je suis ni l'un ni l'autre. Mais ça permet de discréditer les 50 minutes de vidéo en 10 secondes. C'est une forme de manipulation aussi, de leur part. Et ils le savent, sinon ils ne le feraient pas. Et donc, même chose pour les complotistes. Si je suis complotiste, il n'y a plus besoin de réponse sur les faits, parce que, oh mais non, mais il raconte n'importe quoi de toute façon, ça sert à rien de discuter avec lui, il raconte n'importe quoi. Ah bon, d'accord, on va même pas y aller. Même chose sur les extrémistes. Si on a l'étiquette extrémiste, la même chose, il n'y a plus besoin d'examiner les arguments. L'étiquette fait écran, finalement. Et elle permet de transformer de manière extrêmement simple une question dérangeante en problème moral. Et donc c'est une vieille méthode politique, c'est pas nouveau, parce que tous les pouvoirs ont besoin de catégories infamantes. Et la dissidence, ou devrais-je dire plutôt le dissident, il est presque jamais présenté comme quelqu'un qui pense autrement. Il est présenté comme quelqu'un de dangereux. Alors c'est soit un traître, c'est soit un vendu, un malade, un manipulé, un irresponsable, un complice, un ennemi de l'intérieur. Et la fonction finalement de tous ces mots, c'est assez simple en réalité, c'est empêcher la contamination du doute. On ne peut plus se permettre de douter parce que le doute est dangereux pour tous les récits officiels. Le fait de dire, peut-être, on devrait peut-être réfléchir à ça. Hop. Tu as un doute là sur ce qu'on te dit ? Non. Voilà. Le doute est extrêmement dangereux dans nos sociétés modernes. On n'a pas le droit de se poser des questions. Faut adhérer, c'est tout. Faut que t'adhères. Et si t'adhères pas, tu deviens extrêmement suspect. Dans le cas de l'Ukraine, par exemple, le mécanisme est extrêmement visible.
Parce que pendant des années, avant même l'invasion russe de 2022, la corruption ukrainienne était un sujet complètement admis, tout le monde le savait. Toutes les institutions en parlaient, les médias en parlaient, les responsables européens en parlaient, et c'était décrit comme un pays marqué par des réseaux oligarchiques, une extrême fragilité institutionnelle. On parlait de gros problèmes au niveau de ce qu'ils appellent eux l'état de droit. Et rien de tout cela finalement n'est une invention récente. Mais depuis que l'Ukraine occupe dans le récit occidental la place symbolique du camp agressé par la Russie, eh ben certains voudraient que ces faits deviennent indécents à rappeler. C'est-à-dire que il y a cette idée de, bon, l'Ukraine elle est corrompue, machin, on le sait, etc. Mais dès qu'il y a un autre pays qu'on déteste plus, qui rentre en rivalité avec le pays qu'on déteste un peu, finalement tout ce qui fait le pays qu'on déteste un peu est complètement invalidé parce qu'il y a l'autre plus gros, méchant qui est là. Et c'est complètement infantilisant, quoi. Et c'est exactement ce que je disais la dernière fois dans une de mes vidéos, où finalement on peut voir ça également avec l'idée des musulmans. C'est-à-dire que il y a pas mal de musulmans qui sont complètement invalidés dans les récits, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont moqués d'une certaine manière. On invalide l'idée de leur présence même. En revanche, ils sont grandement dans le récit officiel occidental complètement, comment dirais-je, inintéressants au possible. Par contre, quand ces musulmans qu'on n'aime pas trop sont chassés par un pays qu'on déteste plus que les musulmans, là les musulmans deviennent intéressants. Là on parle des Ouïghours par exemple. Alors que globalement tout le monde en a rien à foutre. Mais comme là c'est la Chine et qu'on déteste la Chine, on se dit ah ouais, les musulmans, les pauvres, ils prennent cher quand même. Et c'est une sorte de hiérarchisation finalement de comment dirais-je, de tout ce qu'on n'aime pas. Et finalement c'est encore une fois comme pour le droit de vote, la politique du moins pire. La politique du moins pire. Ah lui je vais le choisir lui parce que l'autre est pire encore. Puis c'est pas une solution. Et tout fonctionne comme ça, que ce soit la façon de penser, la façon d'adhérer à des camps. Bon, je me mets dans ce camp-là, donc c'est pas fou, mais l'autre est pire, donc... Et il n'y a aucune logique, ni même idée de raison là-dedans. Et donc tous ces gens, finalement, réfutent tous ces faits pré-2022, uniquement parce qu'ils n'arrivent plus, ou parce que ces faits comment dirais-je, ne prennent plus part dans le nouveau récit qu'on en fait depuis 2022. Donc faut oblitérer tout ça. Et non pas parce qu'il serait faux, mais parce qu'il dérange uniquement cette nouvelle dramaturgie morale depuis 2022. Et encore une fois, alors je vais pas, parce que je suis pas du genre à trouver et me justifier pour dire un truc, donc vous ne me trouverez pas à dire mais c'est pas parce que je dis que l'Ukraine est corrompue que l'invasion russe est légitime, hein. Les autres sont pires aussi, hein. Voilà, je suis même pas dans cette idée de me justifier parce que j'ai pas à me justifier et voilà, mais les distinctions qu'on pourrait faire et qui sont absolument élémentaires, eh bien la logique de Kant finalement détruit toutes les distinctions possibles. En fait, c'est tellement simplifié au total que l'idée c'est d'avoir une réponse simple. C'est uniquement avec qui es-tu, dans quel camp es-tu, c'est tout. Tu es avec le récit officiel pro-ukrainien ou alors dans ce cas-là t'es avec les violents barbares russes. Voilà. Mais ça peut être pareil pour d'autres choses, hein. Êtes-vous dans la coalition occidentale du monde judéo-chrétien ou êtes-vous avec les barbus barbares des pays
du tiers-monde. Voilà, c'est pareil, c'est exactement le même discours et la logique de Kant. Et quand on répond à cette question, avec qui es-tu, ou du moins quand ceux qui posent cette question, avec qui es-tu, ils se rendent compte que, enfin moi je me rends compte qu'ils ne supportent absolument pas qu'on réponde par la nuance ou par l'intellect. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit ça dépend de quel point, quel principe, quelle période, quel acteur, ils sont incapables de comprendre l'idée que d'autres peuvent douter et réfléchir à la question, et pas simplement se ranger. Parce qu'elle veut un drapeau, elle veut une adhésion affective, et elle veut une carte de fidélité morale. Alors justement, on peut penser sérieusement. Et penser sérieusement, c'est refuser toute idée de simplification. Évidemment, on peut condamner l'invasion russe de 2022 sans pour autant refuser de sanctifier l'État ukrainien. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Ça me paraît vraiment logique. Et on se rend compte évidemment que la maturité intellectuelle consiste finalement à accepter que plusieurs choses puissent être vraies en même temps. Là, dans le principe de cette vidéo, ces gens-là sont incapables de nuance et ne sont pas capables d'accepter que l'Ukraine peut être corrompue en étant victime d'invasion. Et à quel moment le fait d'être victime d'une invasion rend toute corruption impossible? Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Les deux peuvent très bien exister. Mais comme on est dans cet esprit victimaire, et on le voit aussi avec tous les procès qui se passent en ce moment dans une période MeToo et tout ce que vous voulez, la victime a forcément raison et est forcément enlevée de tout soupçon. Il faut croire absolument les victimes. Et ça vaut pour tout, parce que c'est un discours moral. Donc ça vaut pour les pays, ça vaut pour les procès, ça vaut pour, j'en sais rien, plein d'autres choses. Il y a très peu de rapports finalement avec l'Ukraine en réalité. J'aurais fait une vidéo sur autre chose et il me serait tombé dessus pour autant. Il me serait tombé dessus pour autant. Avec la morale qui va bien. Et cette dualité, cette idée que les victimes ont toujours raison, qu'elles sont blanches colombes, qu'il n'y a pas de corruption, etc. C'est précisément, je veux dire, ce que la propagande empêche, cette idée de maturité intellectuelle. Parce que la propagande n'aime pas les vérités simultanées. Elle veut des récits simples, des affiches, des slogans. On l'a vu d'ailleurs dans mon documentaire que j'ai conçu et que j'ai produit et qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, en ce qui concerne Édouard Bernays, le neveu de Freud, qui a utilisé les théories psychologiques de son oncle pour faire de la propagande moderne, aider les États, la publicité, etc. Donc je vous invite évidemment à regarder ce documentaire, que vous allez comprendre énormément de choses sur l'idée de psychologie des foules, comme disait Gustave Le Bon, la morale de troupeau, la propagande, la publicité, les slogans, les affiches. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur la manipulation aussi. Donc je vous invite à regarder évidemment ce documentaire que j'ai produit, que vous trouverez évidemment sur cette chaîne. Cette propagande, elle aime les slogans, elle aime les figures même, parce qu'elle crée ses propres figures, elle crée ses héros, ses propres traites, ses victimes, ses tyrans. Et donc le réel devient dans la mentalité de beaucoup de gens un théâtre, et un théâtre moral. Et c'est là finalement que ma position est par définition profondément méfiante envers tout appareil étatique, parce que un État reste un État, même lorsqu'il est présenté comme le bon État, même lorsqu'il est victime d'un autre État, même quand il bénéficie de la sympathie médiatique, même si les gouvernements occidentaux ont son soutien et le soutien. Ça reste une structure de pouvoir
de contraintes, de prélèvements, d'administration, de communication, d'intérêt. Il y a les dirigeants, les clans, les services, les réseaux, les intérêts, les mensonges, les zones d'ombre. Donc finalement, aucun État, quel qu'il soit, ne mérite l'adoration morale. Qu'il soit victime ou coupable, ou j'en sais rien. Et il faut distinguer encore une fois les peuples des États. Moi, je confonds pas les civils ukrainiens qui n'ont rien demandé avec l'appareil politique ukrainien. Et je ne confonds pas non plus les civils russes avec les politiques du Kremlin. Le contraire, le fruit en français, lui, il confond pas les individus français avec les décisions de l'Élysée et Macron. Alors dans ce cas-là, pourquoi certains sont russophobes à un point exacerbé, à un point que j'ai jamais vu dans ce pays? Ils ont les Russes, machin. Mais les Russes n'ont absolument rien demandé. Vous seriez d'accord, vous, pour dire que quand un pays critique la politique de Macron, disent les Français sont des salauds, vous serez les premiers à crier au scandale en disant non, on n'a rien à voir avec lui. Eux, c'est exactement la même chose. Un peuple peut souffrir réellement pendant que son gouvernement ment, détourne. L'un n'annule pas l'autre. Et la logique de camp, malheureusement, elle mélange tout. Elle confond le peuple, l'État, l'armée, le drapeau, les médias. Et tout ça forme un bloc émotionnel. Et une fois que le bloc est créé, constitué, toute critique d'un élément faisant partie du bloc devient une attaque contre l'ensemble du bloc. Donc, si je critique la corruption ukrainienne, quelque part, j'attaque un élément du bloc qui fait dire que finalement on m'accuse d'insulter le peuple ukrainien. Bah non. Si je critique les livraisons d'armes, machin, on m'accuse de soutenir l'agresseur. Si je critique l'OTAN, on m'accuse d'être contre la liberté. Si je demande où va l'argent public, on m'accuse de manquer de compassion. Et donc finalement, on se rend compte que cette morale, cette machine à penser préconçue de bloc émotionnel permet d'éviter les questions concrètes. On ne peut plus se demander qui paye, qui décide, qui contrôle, à qui ça profite, est-ce qu'il y a des risques à long terme, qui nous le dit, pour servir quelle propagande, quelle corruption, quelle est la responsabilité des gouvernements occidentaux, quelles sont les responsabilités des élites ukrainiennes, quelles sont les responsabilités des élites russes, quelle est la responsabilité de l'OTAN, etc. Et donc toutes ces questions, évidemment, sont légitimes, elles doivent être posées, mais elles deviennent interdites, parce qu'il y a la morale de camp qui s'est installée. C'est là qu'il faut comprendre aussi le rôle de l'émotion. Parce que la politique moderne, justement, elle utilise énormément l'émotion. À travers les images, on nous montre des victimes, des ruines, des enfants, les larmes, les discours héroïques, et parfois en montrant uniquement une image pour capter l'émotion de l'auditoire, comment dirais-je, ça permet d'oblitérer ces questions et le raisonnement logique. Voilà, encore une fois, c'est, comme dirait certaine psychologie, la différence entre le féminin et le masculin psychologique, où le féminin passe par l'émotion et le masculin par la raison et la logique. Et donc, encore une fois, certains diront que là aussi, utiliser l'émotion à outrance en termes de propagande est une forme de féminisation de la morale. Et ils n'auront pas tort. Ils n'auront pas tort. Tout est en train de se féminiser. Même la morale. Et encore une fois, ces émotions peuvent correspondre à des souffrances réelles. Évidemment, faut pas dire oh, on s'en fout. Enfin, on peut le dire, techniquement, on s'en fout. Mais faut pas mépriser ces souffrances, parce qu'il y a quand même des souffrances réelles. Mais une souffrance réelle peut être instrumentalisée. C'est surtout l'instrumentalisation de cette souffrance au travers des images pour capter l'émotion morale dans une idée manipulatoire et propagandiste qui me dérange. C'est l'instrumentalisation. Parce qu'une victime réelle peut encore une fois être justifiée pour n'importe quelle décision politique qui aurait été discutable sans passer par cette idée d'émotion et d'image de slogan. Et donc, cette émotion, elle peut nous alerter, nous toucher, nous rappeler une certaine forme d'humanité, mais elle ne doit absolument pas remplacer l'analyse.
dès que l'émotion entendit la question, ça devient un instrument de pouvoir. Et la compassion, ou du moins, dès que la compassion plutôt sert à empêcher le contrôle, elle devient suspecte, cette compassion. En gros, dès qu'on vous dit ne posez pas de questions, des gens souffrent, il faut justement se poser des questions. Parce que pourquoi on ne pourrait pas se poser des questions uniquement parce que la personne souffre? C'est complètement con comme idée. Et l'histoire montre justement que les souffrances humaines sont souvent utilisées pour obtenir le consentement des populations. On l'a vu dans de nombreux conflits. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque camp présentait sa guerre comme défensive, juste et civilisatrice. Que ce soit dans le camp français, britannique, américain, prusse, quoique c'était déjà allemand. Et je veux dire, les affiches, les journaux, etc., fabriquaient une opposition morale entre la civilisation et la barbarie. Nous sommes le peuple des civilisés, ceux qui sont en face sont les barbares. Que ce soit membres de l'Axe ou des alliés. Mais encore une fois, les alliés et l'Axe dépendent forcément de là où vous êtes. Évidemment. Et donc chaque population était encore une fois invitée à croire qu'elle se battait pour le bien contre une monstruosité extérieure. Et derrière les grands discours, il y avait des intérêts impériaux, des calculs diplomatiques, des rivalités économiques. Et je dirais que ce qui a vraiment lancé, ou du moins ce qui a vraiment mis un coup de fouet à cette morale de troupeau, c'est venu dès le début de ce siècle. Et ce siècle a commencé avec quel événement? Le 11 septembre. Parce que à partir du 11 septembre, on a entendu cette formule qui est devenue presque paradigmatique, c'est vous êtes avec nous ou contre nous. Voilà. Et c'est une phrase extrêmement dangereuse, parce que du coup elle supprime toute position intermédiaire. Toute prudence est vue comme une complicité, et finalement toute critique est assimilée à une sympathie pour les je sais pas si je peux dire le mot, pour les T-E-2-R-O-R-I-S-T-E, pour les terreaux, quoi. Et donc le résultat, c'est que pas mal de guerres ont été vendues moralement à des populations sidérées par ces attaques justement. Ça a permis de justifier l'invasion de l'Irak. Parce qu'elle était justifiée par des récits probablement faux et largement manipulés. Et à l'époque, ceux qui doutaient étaient déjà suspects. Même encore aujourd'hui, ça va faire... c'était en 2001, en 2020, oui, ça fait 25 ans. Vous doutez encore du récit officiel du 11 septembre, 25 ans après, ça reste encore dangereux pour vous. Même chose pour Kennedy. On est plus près des 100 ans que des 50 ans pour Kennedy. Bah pareil, ça reste toujours dangereux de se poser les questions sur l'assassinat de Kennedy. Tout devient suspect. Et le doute devient suspect. Je vous l'ai dit, le doute devient dangereux. On n'a plus le droit de douter, il faut adhérer. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous sortez de la case et vous avez le droit à tout un panel d'étiquettes absolument aberrants. Et ces gens qui doutaient du récit officiel du 11 septembre ont été accusés de faibles, d'anti-américains, de complaisants, d'irresponsables. Et encore une fois, il faut jamais abandonner son jugement à chaud, surtout en période de crise. On peut parler de la guerre froide aussi, puisqu'à l'Ouest, toute critique de certaines politiques américaines pouvait soupçonner de faire le jeu du communisme. Et à l'Est, toute critique du communisme était présentée comme une trahison au profit de l'impérialisme occidental. Et donc les deux blocs utilisaient la même structure mentale. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec l'autre. Et cette phrase, finalement, c'est la matrice de toutes les servitudes politiques. Parce qu'elle interdit l'indépendance, elle interdit la nuance, la position tierce. Elle interdit de dire « je refuse les deux propagandes ». Parce que, même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous êtes soit on va avec les Britanniques, soit on va avec les Allemands. Voilà, c'est soit allemand, soit britannique. L'un des deux. Vous n'avez pas le choix. Et certains disaient, ni britannique, ni allemand. Et c'est probablement qu'il y avait une raison. Eh ben non, ça a été refusé. On ne peut pas refuser deux propagandes, il faut en choisir une. On ne peut pas refuser deux impérialismes, il faut en choisir un.
On peut pas refuser les deux appareils de pouvoir. On peut pas refuser d'être enrôlé dans une rivalité qui n'est pas la nôtre. Et dans une logique étatique, ben, cette possibilité-là de nuance, elle est insupportable à ses yeux. Parce que justement, l'État, lui, vit en grande partie de la mobilisation. Il a besoin de sujets, il a besoin des électeurs, il a besoin de soldats. Et donc il a besoin que l'individu reconnaisse son récit. Et surtout que l'individu se reconnaisse dans le récit. En temps normal, il demande l'obéissance, en temps de crise, il demande l'adhésion. Et la guerre, c'est justement le moment suprême de cette demande d'adhésion. Et donc quand un État, justement, perd tous ses moyens et voit sa population non plus s'allier à son discours et s'allier avec lui, mais plutôt commencer à douter, quand il y a une grande forme de doute, ils sont obligés de repasser par une guerre pour relancer l'adhésion. Donc quand dans un pays, vous avez trop de gens qui doutent, préparez-vous parce que il va falloir partir à un moment donné dans un autre pays, quoi. Regardez historiquement tous les précédents guerriers, etc. Dès qu'il y avait un mouvement de révolte de population, tout de suite, dans les années suivantes, il y avait une guerre. Là, on s'est tapé les gilets jaunes, les machins. Macron est le président qui est le moins aimé, machin. Les gens se posent des questions, surtout depuis le confinement, Covid, etc. On s'est rendu compte de pas mal de conneries. Ben, on est obligé de passer par une période de guerre pour relancer ce dynamisme d'adhésion. Sinon, l'État court à sa perte et il ne peut pas... Et dans sa tête, il ne peut pas perdre. C'est dans une logique. Ou du moins dans cette logique. Donc, on se tape des guerres, quoi. Pour protéger l'État. L'État organise des guerres aux grandes dames de ses propres citoyens, uniquement pour se protéger lui. C'est tout. Et c'est pour ça que derrière chaque guerre, il y a une grande crise. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'en temps de guerre, en plus, il étend son pouvoir, il y a pas mal de dépenses, on contrôle l'information, on mobilise les émotions. Et c'est Randolph Bourne, d'ailleurs, qui disait que la guerre est la santé de l'État. Parce qu'elle exprime cette idée centrale, c'est que, comme je vous l'ai dit, la guerre permet au pouvoir politique de se renforcer, parce qu'elle donne une justification morale à l'extension de la contrainte. Et on vous prend plus seulement de l'argent au travers de l'impôt, on vous dit que refuser de payer est immoral. On vous impose d'ailleurs plus seulement une politique, on vous dit que contester cette politique, c'est aider l'ennemi. Et on vous demande pas d'obéir, on vous demande de vibrer avec le récit officiel. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent dès qu'un État parle au nom du bien. Parce que le pouvoir ne se présente jamais comme une pure volonté de domination. À aucun moment vous le verrez vous dire frontalement, avec honnêteté et franchise, je veux vous contrôler, je veux vous taxer, je veux vous censurer. Il le fait, mais sous le carpet. Il vous dit, je veux protéger, je veux libérer, je veux sécuriser, je veux défendre. Et le vocabulaire qui est utilisé a une connotation morale, toujours, il faut. Et c'est précisément pour ça qu'il faut l'examiner froidement. Quand un gouvernement dit qu'il agit pour la démocratie, il faut regarder les intérêts concrets. Quand il dit qu'il agit pour la paix, il faut regarder les conséquences réelles. Quand il dit qu'il agit pour la justice, il faut regarder qui paye. Quand il dit que c'est pour la vérité, il faut regarder qui est disqualifié. Même chose quand il agit contre la désinformation. Faut demander qui est-ce qui définit l'information légitime. Si c'est lui, méfiance. Et encore une fois, cette prudence, c'est pas du cynisme, c'est ce que j'appelle de l'hygiène intellectuelle. Et elle est d'autant plus nécessaire que les démocraties modernes ne suppriment pas les propagandes. Elles la rendent simplement plus subtile. Dans un régime autoritaire assez classique, vous regardez des vieilles affiches, que qu'elles soient soviétiques ou allemandes dans les années 40, vous verrez, c'est assez grossier et explicite. Mais dans nos sociétés, justement, là encore une fois, c'est beaucoup plus subtil. Ça passe par la répétition, le choix des experts, la hiérarchie des sujets, les mots qui sont utilisés, les images montrées, les émotions qui sont sélectionnées, les questions qui sont jugées acceptables et celles qui deviennent suspectes.
Et donc, dans cette propagande moderne, on ne dit pas toujours voici ce que vous devez penser, mais plutôt voici les informations dont les gens raisonnables doivent tenir compte. Et elle peut très souvent dire qu'une opinion est interdite, mais en général, elle n'utilise pas le mot interdit. Elle dit cette opinion est dangereuse, irresponsable, extrême, complotiste, elle peut tomber sous le coup de la loi. Donc, elle vous met pas systématiquement en prison, elle le peut, mais elle vous met surtout hors du cercle responsable. Et donc, pas besoin de la casse-prison finalement. Parce que rien que de pouvoir être en dehors du cercle de la morale responsable, c'est suffisant. Parce que l'être humain est un animal social, il craint l'isolement. Il ne peut pas être vu dans le regard des autres comme immoral, il ne veut pas être exclu, il craint de perdre son statut. Et donc c'est pourquoi beaucoup de personnes adoptent justement les opinions dominantes, non pas parce qu'ils sont d'accord avec, au travers d'une forme d'examen intellectuel poussé, qui les aurait fait comprendre finalement qu'ils étaient enclins à être d'accord et de la même position, etc. Mais uniquement parce qu'elles ont compris que les opinions restaient socialement récompensées. Donc la morale de troupeau, elle fonctionne comme un système d'incitation. Si vous répétez le bon discours, vous êtes respectable. Si vous doutez, vous êtes suspect. Si vous posez trop de questions, vous êtes ambigu. Si vous insistez sur des faits qui dérangent, vous êtes dangereux. Et le résultat, c'est mécanique, c'est que les gens apprennent à penser dans les limites du socialement acceptable, et pas au-delà. Et donc on croit vivre dans une société libre, parce que la censure n'est pas toujours brutale, mais la liberté, il faut le savoir, ne se mesure pas seulement à l'absence de prison, ça se mesure aussi à la capacité réelle de contredire les récits dominants, sans être diabolisé ou immédiatement pathologisé. Et donc c'est ici que l'obéissance à l'autorité entre en jeu, avec notamment l'idée des expériences de Milgram, qui ont montré qu'il y avait pas mal d'individus ordinaires qui pouvaient accomplir des actes contraires à leur conscience lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'une figure légitime, ou dite légitime. Et donc dans l'expérience, pas mal de participants croyaient administrer des décharges électriques à un autre individu, et beaucoup continuaient, simplement parce qu'un type au-dessus, un expérimentateur, leur disait de poursuivre. Et l'enseignement à apprendre de ça profond, c'est pas que les gens seraient monstrueux de base. L'enseignement, c'est que la responsabilité morale peut être extrêmement, ou du moins d'une facilité déconcertante transférée à une autorité. Et dans le domaine politique, ce mécanisme, il est permanent. Si l'État le dit, les médias le répètent, les experts le valident, beaucoup d'individus ne vont même pas examiner, ils vont dire on nous a expliqué. Voilà. Ils vont même pas vérifier. On nous a expliqué, on nous a dit. J'ai entendu que. Et ils disent même plus je pense, ils disent il faut penser. Et ce il faut, c'est précisément le signe de l'intérioration de l'autorité. Et donc la morale de troupeau replonge sur ce mélange, le conformisme horizontal et l'obéissance verticale. C'est-à-dire qu'horizontalement, le groupe vous surveille, verticalement, les institutions vous indiquent le récit légitime. Et entre les deux, l'individu se retrouve pris dans un étau. S'il conteste, il se met à la fois contre le groupe et contre l'autorité. Et c'est pour ça que finalement que la dissidence intellectuelle demande énormément de courage. Pas un courage héroïque du guerrier, mais plutôt le courage de supporter l'inconfort, de pas être validé. Le courage de dire ouvertement je n'en sais rien, je veux vérifier, je refuse la simplification et je n'ai pas à choisir entre deux propagandes, je veux regarder les faits, même s'ils dérangent mon propre camp. Et on a Hannah Arendt, par exemple, qui a insisté à l'époque, à sa manière, sur cette question du jugement, dans l'analyse qu'elle a faite du procès d'Eichmann. Et ce qui l'avait intéressé, c'était pas seulement le fanatisme spectaculaire, etc., mais plutôt la médiocrité de l'obéissance. Parce que Eichmann, il apparaît pas comme un génie du mal, il apparaît comme un homme lambda qui a remplacé la pensée par la procédure. Le jugement
par l'obéissance et la conscience par la conformité administrative. Et la banalité du mal, c'est ça, c'est le moment où l'individu cesse de penser par lui-même et devient le rouage de n'importe quel appareil. Et il est utile, évidemment, d'observer le mécanisme général. Quand l'individu abdique son jugement devant une autorité, un groupe ou un récit officiel, il devient capable d'accepter les choses qu'il aurait peut-être refusées seul. Et ce phénomène, finalement, est au cœur de toutes les grandes dérives politiques, puisque les régimes totalitaires, ils veulent pas seulement contrôler les actes, ils veulent contrôler le sens. Décider ce qui est vrai, ce qui est moral, ce qui peut être dit, ce qui est pensable. Et prenons exemple, par exemple, le communisme soviétique. Il ne se présentait pas comme un simple système administratif, il prétendait incarner le sens de l'histoire. Le national-socialisme, il se présentait pas comme un gouvernement. Il prétendait, au-delà, incarner une vérité biologique, raciale et civilisationnelle. Et donc, dans les deux cas, le pouvoir, il veut pas seulement que l'individu obéisse, il veut que l'individu adhère à une vision totale du monde. Et au fond, le totalitarisme, c'est quoi? C'est la suppression de l'espace intérieur. C'est le moment où le pouvoir ne tolère plus que l'individu conserve un jugement qui lui appartient. Chaque fois qu'on veut réduire le disciple, disqualifier moralement la dissidence ou faire de l'État l'arbitre du vrai, transformer le doute en trahison, on retrouve une tentation dangereuse, celle de produire une unanimité morale. Et cette unanimité, elle est toujours présentée comme nécessaire pour lutter notamment contre la haine, pour protéger la démocratie, pour éviter la désinformation, pour soutenir les victimes, pour sauver des vies, pour empêcher l'ennemi de gagner. Mais, pardon, la question ou les questions sont toujours les mêmes. Les vraies questions. Qui décide? Qui définit ce qui est vrai? Qui détermine la frontière entre information et désinformation? Qui contrôle ceux qui prétendent contrôler? Qui vérifie les vérificateurs? Là, depuis quelques années, on entend les fast-checking. Mais dans ce cas-là, qui fast-check les fast-checkers? Et donc, une vérité n'a pas besoin d'un ministère pour être vraie. Elle n'a pas besoin d'intimidation pour être solide, et elle n'a pas besoin de faire taire ses contradicteurs pour exister. Si une thèse est fausse, dans ce cas-là, prenez le temps de la réfuter. Corriger un chiffre mauvais, critiquer une source faible, démonter une analyse que vous trouvez biaisée. Mais ne réduisez pas les thèses, les chiffres, les sources, les analyses à uniquement mettre une étiquette infamante à celui qui l'évoque. C'est pas réfuter ça, c'est justement éviter la réfutation. Et cette idée de non pas chercher à contredire dans le débat l'argumentaire d'en face, c'est même au travers du symbole et de l'émotion faire en sorte que le débat ne commence même pas. On n'est même plus dans la réfutation là. On est dans la volonté d'absence directe de débat. Et c'est en ça que la liberté d'expression elle est centrale, parce que comment dirais-je, le pouvoir ou du moins le pouvoir de décider quelles opinions peuvent exister est évidemment infiniment plus dangereux que l'existence même d'opinions mauvaises. Une mauvaise opinion, elle est combattue logiquement par une meilleure opinion. Ou du moins elle peut être combattue par une meilleure opinion. Pour corriger une erreur, vous mettez un argument. Pour contredire un mensonge, vous exposez une enquête. Voilà. Mais quand vous avez affaire à une autorité qui décide du pensable, sachez qu'elle va toujours et inlassablement étendre son domaine. Aujourd'hui, elle vise l'opinion que vous détestez, mais qui vous dit que demain, elle visera pas la vôtre. La roue tourne. Et tous les dispositifs de contrôle commencent par des cibles faciles que personne n'a envie de défendre. Et c'est à partir de là que les libertés reculent. C'est rarement au nom du mal, c'est toujours au nom du bien. Parce que la morale, c'est l'arme politique la plus puissante, elle permet de faire accepter n'importe quelle contrainte comme une vertu.
Et donc, dans le cas de l'Ukraine, par exemple, la question même de l'argent public, elle est importante parce que les contribuables occidentaux, donc nous, on finance directement et indirectement, au travers des aides, la livraison d'armes, les programmes, les soutiens budgétaires, qu'ils soient militaires ou même institutionnels. Et quand de l'argent est prélevé sur des populations, il est parfaitement légitime de se demander où il va, comment il est contrôlé, s'il y a des garanties qui existent, quels sont les intérêts, qu'elles soient industriels ou géopolitiques d'ailleurs, ces intérêts. Et de se poser la question, c'est pas de la propagande russe, c'est une question de responsabilité. Et je trouve ça assez curieux que certains trouvent immoral de poser cette question. Parce que si on prend au sérieux l'idée de démocratie, de contrôle de public et de transparence, demander des comptes, c'est la moindre des choses. Mais dans cette logique de guerre morale, le contrôle est lui aussi suspect. La question devient trahison. Il y a une exigence de transparence, qui devient complicité avec l'ennemi. Et donc c'est une inversion complète. En gros, le citoyen paye, mais il va pas trop en demander. Il finance, mais bon, faut pas trop qu'il se pose des questions sur le contrôle de là où va son fric. Il subit tout et n'importe quoi, les conséquences économiques, fiscales, diplomatiques, mais il devrait applaudir et adhérer. Encore une fois, sans se poser de questions. Et donc c'est transformer une obligation imposée en devoir moral, et transformer la contestation de cette obligation en faute. Et donc à ce niveau, le problème il est même pas géopolitique, ça va au-delà, c'est philosophique. À qui appartient la conscience individuelle, à qui appartient le jugement, à qui appartient la parole. Et donc si un individu n'a pas le droit d'examiner une politique menée avec son propre argent au nom de valeurs qu'on prétend lui imposer, qu'est-ce qui reste de sa liberté ? S'il doit tenir l'autorisation morale du groupe pour critiquer un État étranger, sa pensée ne lui appartient déjà plus complètement. Donc la liberté, ça signifie pas que personne ne peut vous contredire. Au contraire, une société libre suppose l'idée même de contradiction. Elle suppose qu'on puisse répondre, critiquer, réfuter, se moquer, mais elle suppose aussi que personne ne puisse revendiquer un droit de propriété sur votre propre jugement. Pardon, mon désaccord ne vous appartient pas, ma nuance ne vous appartient pas, mon refus d'adhérer à votre camp ne vous appartient pas. Et imaginons même si quelqu'un était réellement pro-russe, la question serait la même. En quoi cela vous donne, à vous, à un média, à un État, que sais-je, le droit de posséder sa parole ? Vous pouvez la combattre frontalement, mais vouloir la rendre impossible ou réduire son auteur au silence, c'est vouloir le faire exclure du débat par intimidation morale, et c'est déjà rentrer dans une logique de domination. Et une société libre implique le droit de penser faux. C'est difficile à accepter peut-être, mais c'est essentiel, parce que si la liberté d'expression ne protège que les opinions justes, elle protège rien, ça devient une décoration. La vraie liberté commence au moment où quelqu'un dit quelque chose qui dérange réellement le consensus. Mais cette liberté a un coût, parce qu'elle produit du désordre. Il peut y avoir des analyses médiocres, des erreurs, des excès, de la provoque, mais encore une fois, l'alternative est pire. Parce qu'une société où une autorité officielle ou sociale décide de ce qui peut être pensé et dit, c'est très compliqué. Une société propre, bien rangée, moralement surveillée, où chacun parle dans les limites autorisées, ça devient une société certes sans scandale, mais sans liberté. Et donc c'est pourquoi moi je préfère le risque de la parole libre au confort de la parole administrée. Et la logique de Kant, elle choisit l'inverse. Elle préfère une parole alignée, sécurisée, filtrée moralement. Elle veut également que les individus ne troublent pas le récit. Elle préfère la cohésion à la vérité, et elle préfère l'appartenance au jugement. Et c'est précisément ça qu'il faut refuser. Il faut refuser même l'idée que critiquer un État équivaut à soutenir son adversaire. Il faut refuser l'idée qu'une souffrance réelle rende un gouvernement intouchable. La vérité, c'est pas un service de communication, c'est une vérité même dérangeante reste une vérité. Un fait embarrassant, ça reste un fait. Une corruption documentée reste une corruption, même si elle affaiblit le récit de Kant que les médias soutiennent. Et on peut pas dire la vérité, ou du moins, si l'on ne peut dire la vérité que lorsqu'elle arrange les siens ou les nôtres, elle ne défend pas la vérité, elle défend son clan. Et c'est exactement ce que fait la morale de troupeau.
Elle transforme la vérité en loyauté. Et donc, la politique adulte commence quand on accepte de distinguer tout ça. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, la propagande, elle déteste les distinctions. Elle veut des blocs, et penser par blocs, c'est intellectuellement malhonnête. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup ne supportent plus, ou du moins l'idée qu'un individu pourrait ne pas se laisser enrôler. Certains trouvent ça absolument insupportable. C'est-à-dire que l'individu qui dit qu'il refuse d'être de réflexe, encore une fois, n'est pas là pour provoquer. Il est là pour réfléchir et mettre un doute sur ce même récit officiel. Et c'est lui qui est pointé du doigt. Moi, je le dis ouvertement, je refuse d'être le soldat psychologique de mon gouvernement. Je refuse que mon argent, ma parole, mon jugement, ma compassion soient mobilisés comme s'ils appartenaient naturellement au camp que l'État m'assigne. Moi, je veux pas. Alors encore une fois, pour beaucoup, c'est difficile à comprendre parce qu'ils pensent uniquement en termes de logique de camp. Mais, comment dire, pour eux, si vous ne portez pas leur drapeau, vous êtes forcément celui d'en face, ils peuvent pas concevoir la possibilité d'un refus plus profond. Mais la position, elle existe, elle est même nécessaire. Et elle est même nécessaire. Et l'homme libre, il n'a pas besoin d'aimer les alliés que son gouvernement lui désigne. Il n'a pas non plus à haïr les ennemis que son gouvernement lui présente. Il n'a pas à adopter les émotions officielles, à répéter les slogans, etc. Il peut de lui-même juger, distinguer, refuser. Et surtout, il peut poser des questions. Et dans une société saine, poser une question, c'est le point de départ même du débat. Et donc c'est pourquoi il faut analyser ces commentaires non pas comme de simples insultes, mais comme des symptômes moraux de la société. Il y a une incapacité intrinsèque à distinguer, il y a un besoin d'appartenance, ça révèle une forme de dépendance au récit dominant, il y a au travers de ça toute une peur de la complexité, et il y a une forme de confusion chez ces gens entre morale et conformité. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas débattre. J'ai d'ailleurs eu dans les commentaires que j'ai reçus un type qui a longuement discuté, qui est peut-être le personnage le plus responsable des 69 commentaires au total de cette vidéo, qui a avoué en fin de discussion être rentré dans la mêlée, non pas pour débattre parce qu'il n'était pas là pour débattre, mais juste pour... c'était quoi son terme ? Pour... ouais, en gros, pour apporter sa propre morale, quoi, pour dénoncer, voilà. Je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour dénoncer. Et en plus, ce type raconte ensuite que finalement, il n'a pas grand-chose à dire sur le fond de la vidéo de 50 minutes. Bon, bah voilà, ça a été dit. Il n'était pas là pour débattre. Il veut que... dans ce cas concret, la seule raison pour laquelle il était là, c'était discuter avec moi pour me remettre dans le droit chemin. Pour que je me confirme au monde tel que eux l'ont reçu. Et c'est pour ça que lui ne lâchait pas l'affaire. Il a eu énormément de messages alors qu'il ne discutait même pas par l'argumentaire de fond, machin, etc. C'était m'insulter, dire que j'étais une merde, machin, etc. Jouer sur les émotions morales pour me faire dire, ah là là, je suis en train de sortir de leur camp et du camp de la domination, le camp du bien, j'en sais rien. Il faut absolument que je revienne dans le droit chemin. C'était juste ça en fait, ce délire de messages, de commentaires. Il voulait que je valide sa carte mentale. Au travers, ici les gentils, là les méchants, ici la vérité, là la propagande, les respectables, les infréquentables. Et donc, moi qui ai introduit un trouble dans leur binarité, dans cette carte binaire, ben, étant donné qu'ils ne savent pas l'intégrer, ils expulsent. Donc c'est-à-dire que même un type comme moi, neutre,
je suis rangé dans le camp d'en face. Et c'est le propre d'ailleurs de tous les orthodoxies. Parce que l'orthodoxie, elle n'a pas seulement besoin d'idées, elle a besoin de frontières. Et elle détermine ce qui peut être pensé sans danger. Il y a des mots sacrés, ces mots interdits, les ennemis. Et nos sociétés actuelles disent, prétendent avoir dépassé les anciennes formes religieuses, mais elles reconstituent souvent des religions politiques. C'est-à-dire que quand on nous dit que la loi de 1905, c'est une loi qui a été passée pour séparer l'Église et l'État, c'est faux. Cette loi a permis à l'État, non pas de se dissocier de l'Église, mais de devenir l'Église elle-même. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle La France est-elle anticatholique ou anticatholicisme d'État, je sais plus comment je l'ai appelé, assez récemment, où j'explique tous ces mécanismes. Parce que dans cette idée d'État religieux, l'État administratif qu'on connaît, l'État moderne, a ses propres dogmes, ses propres blasphèmes, ses hérétiques, etc. Et la morale de troupeau, c'est une religion sans transcendance. Elle cherche pas Dieu, elle cherche le consensus. Il n'y a pas le salut de l'âme, mais l'appartenance au camp du bien. Et les hérétiques, finalement, c'est tous ceux qui sont rangés dans la dissidence, ou du moins tous ceux qui pourraient avoir la volonté de réfuter le discours officiel. Et c'est pour ça que les dissidents dérangent autant. C'est parce que l'ennemi officiel, il confirme le récit, alors que le dissident, il fissure le récit. Donc l'esprit militant, il veut des cases, il veut des camps, il veut des listes, il veut savoir si vous êtes ami ou ennemi, et en fait, il n'a pas le temps pour les distinctions, puis il s'en fout. Il préfère la clarté brutale de l'étiquette simpliste à l'inconfort même du raisonnement. Donc c'est comment dirais-je, l'idée que les États seraient des super-héros ou des super-vilains. Les alliances ont les intérêts, les médias cadrent le réel, les populations sont manipulées, les victimes existent réellement, mais elles sont utilisées par des appareils cyniques. Et donc, penser, c'est accepter cette complexité sans forcément se réfugier dans le cynisme total. Et donc tout ça, c'est ce que j'appelle la discipline intellectuelle minimale. Et donc il faut défendre, cette discipline. Parce que cette discipline détruit la logique de Kant. Complètement. Et ça casse cette idée de remplacer l'examen par la loyauté, la preuve par le signal, la pensée par le réflexe et l'argument par l'accusation. Ça casse tout ça. Ça casse tout ça. Et j'aimerais ajouter également que la liberté de juger consiste à interrompre toute cette progression. Parce qu'on nous dit que cette logique morale de troupeau est en réalité le progrès. C'est pas du progrès. C'est une forme d'anti-progrès. C'est revenir à une forme de tribalisme, tout simplement, c'est tribal. Pour pas dire animaliste. On est dans du tribal. Et donc, il faut évidemment, au travers de tout ça, en avoir conscience, parce que le monde est complexe et ne peut pas être vu et narré comme quelque chose de simple. Et surtout, arrêtons cette idée qu'il faut adhérer au slogan, à l'émotion. Parce que la pensée, justement, commence là où le slogan s'arrête. Et c'est à partir de là que finalement cette morale devient intéressante, puisque la vraie morale adulte commence quand on cesse de confondre le bien avec l'obéissance, quand on cesse de confondre la critique avec la trahison, et la liberté, elle commence réellement quand on comprend que le contraire de la propagande, c'est pas la propagande adverse,
c'est la liberté de juger. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu long, un peu plus d'1 heure. Mais voilà, je voulais utiliser un contexte vécu la semaine dernière pour continuer cette idée de propagande et faire une vidéo plus sur l'aspect psychologique, que j'ai pas fait beaucoup là encore pour l'instant. Philosophique et psychologique. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a d'autres arguments que vous auriez vous dit dans cette vidéo, que vous voyez autre chose, ou que vous souhaitez débattre pour me contredire ou n'importe, eh ben venez en commentaire, on discutera ensemble, il n'y a aucun problème. Cette chaîne est faite pour ça, évidemment, pour le débat et la contradiction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bonne soirée.